Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. 7 ans de prison ferme et une peine d'inéligibilité à vie. Silvio Berlusconi a été condamné en première instance pour abus de pouvoir et prostitution de mineurs dans le procès Rubygate. Le Cavaliere dénonce un verdict violent et affirme qu'il résistera à la persécution. Placé en garde à vue, Bernard Tapie doit s'expliquer sur son rôle exact dans la procédure d'arbitrage dont il a bénéficié en 2008. L'homme d'affaires a été entendu quelques heures à l'hôpital parisien de l'Hôtel-Dieu pour raison de santé avant de rejoindre la brigade financière. Le président de la Commission européenne répond sèchement à Arnaud Montebourg, envoyant dos à dos les souverainistes de gauche et d'extrême droite après l'attaque du ministre qu'il a accusé d'être le carburant du Front National. La classe politique française se divise. Invité sur ce sujet et d'autres, c'est le président UMP de la Commission des finances du Sénat, Philippe Marini, tout à l'heure. L'Afrique du Sud prie pour Nelson Mandela. Les nouvelles de l'ancien président sud-africain n'ont jamais été aussi mauvaises. Son état est jugé critique et c'est toute la nation arc-en-ciel et bien au-delà qui retient son souffle. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. La sentence est tombée dans l'après-midi. 7 ans de prison ferme et une peine d'inéligibilité à vie pour l'ancien président du Conseil italien. Ultime humiliation pour Silvio Berlusconi, condamné pour abus de pouvoir et prostitution de mineurs dans le procès Rubygate. Le Cavaliere prévient ce soir, il résistera à la persécution. Les détails avec Tam Tranui. Après 7 heures de délibération, le verdict est tombé. Plus sévère que les 6 ans de prison réclamés lors des réquisitions. 7 ans de prison ferme et interdit de tout mandat public à vie. Expliquant le verdict, la juge Giulia Turri souligne les 2 volets de l'affaire. Le Cavaliere est condamné pour avoir eu des relations sexuelles tarifées avec Karima El Maroug, alias Ruby, alors mineure. Berlusconi était lui président du Conseil. Il est également condamné pour avoir abusé de cette fonction en faisant libérer la jeune fille interpellée pour un larcin. L'ex-chef du gouvernement ne compte pas se laisser abattre. Il dénonce un verdict violent et déclare qu'il résistera à la persécution. Depuis son entrée en politique en 1994, Silvio Berlusconi a été condamné à un total de 11 ans et 5 mois de prison ferme, mais aucun de ses jugements n'a été jusqu'ici définitif. Cette condamnation ne sera effective qu'une fois qu'il aura épuisé tous les recours possibles. Dans l'affaire Tapie, Crédit Lyonnais, les enquêteurs tentent de déterminer le rôle exact de l'homme d'affaires dans la complexe procédure de l'arbitrage dont il a bénéficié en 2008. Placé en garde à vue, Bernard Tapie a été entendu quelques heures à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu avant de rejoindre la brigade financière. Les détails avec Julie Hulin. Et de 4e mise en examen en un mois dans l'affaire Tapie. Et cette fois-ci, c'est au tour de Bernard Tapie lui-même d'être entendu par les enquêteurs de la brigade financière. L'homme d'affaires se dit aucunement inquiet. Objectif des juges d'instruction, lever les soupçons qui pèsent sur la procédure d'arbitrage. Un arbitrage qui a permis il y a 5 ans à Bernard Tapie d'empocher 405 millions d'euros dans l'affaire qui l'opposait au Crédit Lyonnais. Pour les enquêteurs, la mise en place de cette procédure aurait été faussée. Voici donc Bernard Tapie mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Tout comme 3 autres avant lui. Stéphane Richard, l'ex-directeur de cabinet de Christine Lagarde, Jean-François Rocci, l'ancien président du consortium chargé de gérer le passif du Crédit Lyonnais, et Pierre Estou, l'un des 3 juges du tribunal arbitral. L'arbitrage a-t-il été biaisé au profit de Bernard Tapie? A-t-il plaidé sa cause à l'Élysée et au ministère de l'économie? Et quels sont ses liens avec les arbitres? C'est à toutes ces questions que l'homme va devoir répondre pendant une garde à vue qui pourrait durer 96 heures. Quant au prochain nom sur la liste des mises en examen, il pourrait s'agir de Claude Guéant, à l'époque secrétaire général de l'Élysée. C'est lui qui aurait tranché en faveur de l'arbitrage. Son cabinet et son domicile ont déjà été perquisitionnés. Le résultat de l'élection législative partielle dans le Lot-et-Garonne relance les interrogations sur le front républicain. Beaucoup d'électeurs de gauche ont préféré s'abstenir ou bien voter blanc, refusant de choisir ainsi entre l'UMP et le Front National. Alors les leçons d'un scrutin qui vaut avertissement pour les partis de gouvernement, on voit cela avec François Goulin.
Le Front républicain est mort. C'est ce que martèlent le FN et l'UMP depuis la victoire de Jean-Louis Costes. Il faut dire que face au barrage supposé des électeurs du PS, le candidat FN devait faire pâle figure. Verdict, 46% des voix pour Étienne Bousquet-Cassagne, le jeune et encore très vert candidat frontiste. Entre les deux tours, 7000 nouveaux électeurs ont même voté pour lui. Face à ces chiffres, le PS continue de défendre le Front républicain, seul rempart à ses yeux contre l'extrême droite. Je vois bien l'intérêt pour l'UMP et pour le FN à enterrer le Front républicain et à le débrancher d'un certain point de vue. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège qui est tendu. Il faut s'attaquer au cœur de l'enjeu politique. Il faut qu'on change réellement dans la vie des gens ce qu'ils attendent. Et puis en même temps, il faut garder les digues républicaines parce que le jour où elles sautent, le marécage envahira la plaine. De nombreux électeurs de gauche ont pourtant enfilé leurs bottes dimanche dernier. Affirmer qu'aucun électeur du PS n'a voté Front National, comme l'a fait le chef de file des députés PS Bruno Le Roux, fait sourire les analystes. Simple question mathématique. Il y avait un candidat de droite qui a été élu, d'ailleurs, M. Costes. Il a capté et fidélisé l'essentiel de l'électorat de droite. Donc la dynamique du Front National vient bien d'ailleurs. Elle vient d'où? Eh bien, elle vient d'une partie d'électeurs de gauche qui n'hésitent plus maintenant à utiliser le bulletin FN pour dire leur désappointement, leur malaise, éventuellement leur colère. Les spécialistes le répètent, la dynamique du FN est forte et les élections européennes sont dans quelques mois. Pour l'instant, selon les sondages, les trois partis, PS, UMP et FN, sont dans un mouchoir de poche. Et puis, était-ce l'effet Schwarzenegger? Eh oui, Schwarzenegger qui participait avec José Manuel Barroso à un point de presse sur le changement climatique. En tous les cas, le président de la Commission européenne a été dopé et il a cogné dur contre le ministre Arnaud Montebourg, envoyant dos à dos les souverainistes de gauche et d'extrême droite après les propos de ce dernier l'accusant d'être le carburant du Front National. On les écoute. Mais M. Barroso est le carburant du Front National. Voilà la vérité. Il est le carburant de BP Grillo. Ce que je n'aime pas voir, c'est que certains, finalement, souverainistes de gauche, font exactement le même discours que l'extrême droite. Exactement. Quand il s'agit de réforme économique, quand il s'agit d'ouverture, quand il s'agit de mondialisation, quand il s'agit de l'Europe et de ses institutions, certains souverainistes de gauche et de l'extrême droite ont exactement le même discours. Et la suite du 22h avec nos invités ce soir. Laurent Bouvet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes politologue, professeur à l'Université de Versailles. Et votre dernier ouvrage s'intitule Le sens du peuple, la gauche, la démocratie, le populisme. C'est chez Gallimard. Notre chroniqueur économique, Jean-Louis Goumbaud, nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et invité politique ce soir, c'est le président de la Commission des finances du Sénat, Philippe Marini. Bonsoir et bienvenue. On va évoquer de nombreux sujets d'actualité. Mais d'abord, cette interview apparaître demain dans Le Figaro. C'est votre homologue, vous allez le voir, Gilles Carrez, qui tire la sonnette d'alarme. Il manquerait, selon lui, 20 milliards d'euros au budget 2013, qui devait être de 61 milliards en 2013. Il serait finalement de 80 milliards. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres? Il est clair qu'il y a une dérive, que les recettes fiscales ne rentrent pas comme il était prévu et que le freinage des dépenses de l'État ne se fait pas comme il était prévu. D'où un écart qui se creuse. On le voit dans les situations mensuelles. Et ceci appellerait un correctif, c'est-à-dire un collectif budgétaire. Or, pour le moment, le gouvernement feint de ne pas voir les chiffres. Mais 20 milliards d'euros, je crois que c'est un point de PIB. Le déficit pourrait déraper à ce point? Ce n'est pas à exclure. Ce n'est pas à exclure. Bon, je n'atteste pas les 20 milliards d'euros. Plus de 10, certainement. Et lorsque je disais à Bernard Cazeneuve, il n'y a que quelques jours en commission des finances, vous devriez considérer l'idée d'un collectif budgétaire, et qu'il répondrait jamais, en aucun cas, à aucun prix, je lui disais, attention, cher ministre, ne dis pas, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, parce qu'à la rentrée, en octobre, où en seront les choses, et que devrez-vous faire, vous, les gens du gouvernement ? Jean-Louis Goumbaud. Alors, d'abord, ce chiffre n'est quand même pas surprenant, parce que nous rejoignons les prévisions de la Commission européenne. Nous sommes partis sur un déficit de 3%
pour 2013. La Commission européenne a dit non, vous ne ferez pas 3%, vous ferez 3,9%, parce que la croissance ne sera pas de 0,8%, mais sera de moins 0,1%. À partir de là, on reprend ces chiffres de la Commission européenne et on trouve les 20 milliards qui manquent et que nous annonce M. Carrez dans son interview de demain de Figaro. Et nous verrons donc demain la réaction du gouvernement. Mais vous nous dites ce soir qu'il y a bien dérapage, peut-être pas de 20 milliards, mais en tous les cas une fourchette entre 10 et 20. Absolument. Soyons prudents. En effet, panne de croissance, mais nous le savions. Le budget était élaboré sur des hypothèses très optimistes, au demeurant voulues comme telles, et signalé comme tel par la nouvelle instance indépendante qu'est le Haut Conseil des finances publiques. Alors l'actualité ce soir, c'est aussi ce duel affleuré non moucheté entre Arnaud Montebourg et le président de la Commission européenne, Barroso. Philippe Marini, il a eu vraiment tort, totalement tort, le ministre français d'accuser le président Barroso d'alimenter le Front National? Quand on est ministre en exercice d'un gouvernement, qu'on a beaucoup de choses en cours avec la Commission européenne, ce n'est peut-être pas d'une très grande habileté. Ceci dit, sur le fond des choses, je vous étonnerai peut-être, mais je me retrouve dans une certaine mesure dans ce propos. En d'autres termes, l'opinion publique, aujourd'hui, de quoi nous accuse-t-elle, nous les formations de gouvernement, de ne plus avoir prise sur les choses, de dire et de ne pas pouvoir faire, de promettre en sachant qu'on ne pourra pas tenir. Or, qui détermine le cadre de ce que nous faisons et les uns et les autres à peu près de la même manière? C'est l'Union européenne, c'est l'Union économique et monétaire, c'est l'obligation de convergence, c'est-à-dire un cadre que nos concitoyens, à tort ou à raison, ne considèrent pas comme avoir été voulu démocratiquement. Donc si je résume votre propos, vous dites l'attitude de l'Union européenne nourrit le populisme. Donc vous rejoignez sur le fond Arnaud Montebourg. J'ai sur ce point une certaine convergence avec lui. Dieu sait que j'exècre ses propos anti-entreprise et tout ce qu'il a pu faire au début de son ministère et cet usage du verbe. J'exècre tout cela. Mais oui, nous avons un vrai problème, notre démocratie a un vrai problème d'Europe. Ce soir que vous allez à contre-courant de beaucoup dans votre propre camp, qui ont fustigé ces propos. Sans doute, mais j'ai la chance d'appartenir à une formation politique très diverse. À mon avis, cela fait sa richesse et nous y reviendrons peut-être. Laurent Bouvet, on peut dire quelques vérités sur l'Union européenne ou c'est sacré, il ne faut pas y toucher? Est-ce que critiquer l'Europe, c'est du populisme? Non, enfin, vous me posez la question au débeauté, je vous répondrai non. Pourquoi il n'y a pas de vache sacrée en politique? La politique, c'est surtout dans une démocratie, c'est le règne ouvert du débat public et des interpellations de tous les possibles. Voilà, donc pourquoi ne pas reprendre M. Barroso? M. Barroso, après tout, est le représentant... alors non directement élu, ça c'est bien le problème. Mais enfin, malgré tout, la commission est nommée à la suite d'un processus très long par les États, le Parlement, etc. Donc bon, il y a quand même un processus. L'Europe démocratique est encore loin, mais enfin, tout de même, c'est un processus démocratique qui a lieu. Il est donc en quelque sorte le représentant de l'ensemble des États qui constituent l'Union, même si lui défend les intérêts de l'Union dans les textes, et non pas les intérêts des États. Mais donc il est tout à fait critiquable. Simplement, je suivrai le sénateur Mariani dans dans la description du rôle d'un ministre. Oui. Oui. Là, on est dans la limite de l'exercice. Le rôle d'un ministre et le rôle d'un président de la Commission européenne. Parce que celui qui a ouvert le feu, c'est quand même M. Barroso qui a traité la France de réactionnaire. Est-ce qu'un président de la Commission européenne doit utiliser ce genre de propos? Est-ce qu'un ministre doit effectivement utiliser ce genre de propos? Et le fait qu'un président de la Commission européenne parle ainsi et qu'un ministre parle de cette façon également, ça prouve que le torchon brûle. C'est-à-dire que quelque part, là, il y a une enflammé crise. Le torchon. Il s'est même plutôt enflammé. Il y a une crise quand même dans le système institutionnel européen pour qu'un ministre s'autorise à parler de cette façon et qu'un président de la Commission européenne s'autorise à parler d'un des pays membres de cette façon. Philippe Marnier, est-ce qu'on là on touche pas au point faible justement de l'Europe, de l'Union européenne? On pourrait dire mais qui est M. Barroso? Que représente-t-il?
face à la détresse de tous ces peuples européens? Pour moi, c'est le patron du secrétariat d'une grande institution. Alors certes, le secrétariat a évolué, il y a un vote de confiance du Parlement européen, etc. Ceci étant dit, est-ce que nos opinions publiques, vraiment, si elles voyaient fonctionner le Parlement européen, se considéreraient comme vraiment représentés? Est-ce que le Parlement européen est vraiment un Parlement identique à nos parlements nationaux? C'est assez douteux. L'Europe a un vrai problème de contact, de lien avec les opinions publiques. Les opinions publiques sont nationales, alors que l'Europe, elle, est européenne. Et puis il n'y a pas de dans le déficit, ce qu'on appelle le déficit démocratique européen, il n'y a pas de peuple européen. Ça n'existe pas, le peuple européen. Ça n'existe pas comme ensemble, comme ça, philosophique, mais ça n'existe pas non plus juridiquement. D'ailleurs, c'est la Cour constitutionnelle allemande qui l'a rappelé à plusieurs reprises. Hein, il y a des peuples nationaux et il y a des institutions européennes. Donc il y a un lien là, on parlait de populisme tout à l'heure, le populisme ce n'est pas seulement le mal dans la démocratie, le mal au sens du contraire du bien, c'est aussi le mal comme symptôme que quelque chose manque. Hein, et le populisme, il y a toujours le peuple dans le populisme. Donc évidemment, c'est très ambivalent. Notion, oui. Hein? Alors vous avez parlé de l'Allemagne il y a quelques instants. Philippe Marigny, on l'appelait la mère austérité. Eh bien, Angela Merkel change de costume pour celui de mère Noël. 3 mois avant les élections en Allemagne, elle multiplie cadeaux fiscaux et largesses budgétaires. Vous qui n'arrêtiez pas de dire que l'Allemagne est un exemple à suivre, faut le suivre là maintenant? Il vaut mieux faire sa petite pelote avant d'en répartir une petite partie au bon moment, n'est-ce pas? C'est un principe de saine gestion et notamment de gestion des périodes électorales. Si nous étions dans la même situation en termes de croissance, de finances publiques, d'excédent budgétaire, de situation crédibilité sur les marchés que l'Allemagne, alors oui, bien entendu, on pourrait être généreux vis-à-vis des nombreuses catégories socio-professionnelles qui ne cessent de venir au guichet, bien qu'ils le sachent, vides actuellement. C'est pas le cas pour nous? Mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que vous le disiez vous-même, quand on ne tient pas ses engagements et qu'on est très très au-delà des 3% auxquels nous devrions parvenir à la fin de l'année 2013 théoriquement, eh bien, on est en danger, on est en péril. Oui, mais elle n'est pas un peu schizophrène, pardon, la mère Merkel, intraitable sur l'assainissement des finances publiques, surtout pour les voisins européens, mais un tantinet laxiste quand il s'agit de se faire réélire? Elle est électoraliste. Elle est à 2 mois de la campagne, d'une campagne importante pour elle, dans laquelle d'ailleurs elle explose dans les sondages. On parlait des 20 milliards de dérapage du budget 2013 pour la France. Ses promesses, j'ai regardé, c'est 20 milliards. Donc elle peut se permettre parce que son budget est quand même en équilibre. Et puis il y a aussi un débat en Allemagne. Il y a un débat sur la demande. Parce qu'effectivement, elle sait bien que les restrictions budgétaires, l'austérité qui règne dans une grande partie de l'Europe est nuisible quand même aux exportations allemandes. Donc le débat sur la relance en Allemagne, qui est un débat que nous avons à l'extérieur de l'Allemagne, ils doivent également l'avoir à l'intérieur. Et elle pense qu'elle a une petite marge budgétaire pour augmenter les retraites, faire le SMIC, augmenter les allocations familiales, puisque c'est ce qu'elle a proposé hier. Donc c'est Mère Noël, à petits pas, malgré tout, petite hotte. Alors retour en France avec les leçons de Villeneuve-sur-Lot. Philippe Marigny, l'UMP ne parle pas d'une même voix sur les leçons à tirer de ce scrutin pour Jean-François Copé. C'est la preuve qu'il faut une droite de plus en plus décomplexée, sans tabou. Pour François Fillon, c'est le signe qu'il faut une droite qui ne doit pas courir derrière le Front National, qui reste sur ses valeurs. Vous savez, moi, ce que je vois, basiquement, c'est que depuis plusieurs mandats, cette circonscription était représentée par un socialiste. Et que depuis hier soir, elle est représentée par un député UMP. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, un schéma dans lequel, au premier tour, les socialistes sont éliminés, au second tour, l'UMP est élu. Ouais. Pardonnez-moi, je ne vais pas trop m'en attrister. Oh là, vous n'avez pas regardé de très près, vous avez vu comment vous avez été élu? Mais je ne vais pas trop m'en attrister de la même façon que j'ai été très heureux des 5 ans de mandat de Jacques Chirac et que j'ai préféré vivre ces 5 ans, de 2002 à 2007, plutôt que 5 ans de Lionel Jospin. Vous voyez, c'est la même chose. Hein, et je n'hésite pas à le dire, en matière électorale, ce qui compte,
c'est le résultat. Très bien, mais en particulier dans une élection suite au second tour. Alors il faut stratégie croire pour que la l'UMP, ce parti qu'on prédit toujours au bord de l'éclatement, qui est en crise permanente, etc., ben, c'est pas si mal que ça. Mais vous êtes bien puisque placé pour savoir... c'est un parti qui n'arrête pas de gagner des sièges dans les scrutins Vous partiels. êtes bien placé pour savoir qu'il y a eu déjà un avertissement dans l'Oise. N'est-il pas temps d'attaquer frontalement votre autre adversaire qui monte, le Front National? Écoutez, dans l'Oise, mon ami, dont l'élection avait été annulée, avait une marge de quelques dizaines de voix. Il a été réélu avec une marge plus importante, certes sur un autre adversaire. Et là, Villeneuve-sur-Lot est encore plus remarquable. Ouais, 29% au premier tour, 54% au second. Plein, vous regardez pas le reste. Mais enfin, 54% au second tour, clair et net, 2500 voix d'avance. Qu'est-ce qu'on demande de plus pour le Front National? Combien de voix de progression pour le Front National? Le candidat de ma formation politique a progressé de 25 points et le candidat du Front National de 20 points. Qui est-ce qui a gagné? Laurent Bouvet, pour les socialistes, le désamour, la défiance de la part des classes populaires va aussi grandissante. Les socialistes au pouvoir ont-ils perdu, comme vous le dites dans ce livre, le sens du peuple ? Et notamment à Villeneuve-sur-Lot. Alors, dans mon livre, je parlais avant l'élection de François Hollande, je disais qu'il fallait retrouver le sens du peuple. C'est une belle expression de Michelet, vous voyez, dans le 19e siècle. Oui, c'était dans son introduction, Histoire de la Révolution française. Exactement. Donc l'idée, c'est que la gauche avait perdu le sens du peuple et que quand elle a perdu le sens du peuple, elle ne peut plus être tout à fait la gauche. D'abord, je dirais philosophiquement, idéologiquement, mais aussi électoralement. Et un président de la République, on l'a vu dans les dernières élections présidentielles, ne peut pas gagner au second tour s'il n'a pas la majorité de ce qu'on appelle les catégories populaires, c'est-à-dire dans les grands agrégats de l'INSEE, les ouvriers, les employés, qui représentent plus de la moitié de la population active. Et si on compte les retraités, si on compte les jeunes qui appartiennent à ces catégories-là, on obtient une masse importante de l'électorat. Même si, évidemment, il y a beaucoup de disparités à l'intérieur de ces agrégats. Mais l'idée, et je réponds évidemment à votre question, c'est de savoir, à travers cette élection, comme à travers celle de l'Oise, comme à travers donc les 8 partielles, même si elles sont toutes très différentes, il y a les partielles chez les Français de l'étranger. Elles sont toutes perdues par le Parti socialiste. Mais voilà, ce qui se passe, alors, c'est d'abord que c'est très difficile de gouverner et de gagner les élections en même temps. Certes. Notamment en période de crise. Je crois que c'est un premier élément. Le deuxième élément, il me semble que c'est chez les électeurs de gauche. Là, c'est plus intéressant peut-être. On commence à regarder ça de près. Il faut regarder vraiment de très très près. On commence à voir qu'effectivement, il y a une forme de défiance qui s'installe. C'est-à-dire que face à la politique qui est conduite, il y a non pas un désaveu net en disant nous ne voulons pas de cette politique, il faut changer de politique. Ça, c'est une interprétation que donne une partie de la gauche, la gauche du Mélenchon, la gauche de la gauche du Parti socialiste, mais ce n'est pas très net encore à l'intérieur, disons, de l'électorat qui a voté François Hollande, vous voyez, il vous toujours. Parle de Jacques Chirac, je comprends pas. Toujours, exactement. On retourne vers le passé, toujours. Et qui a voté pour la majorité l'année dernière. Donc il faut faire attention à ça. Simplement, il y a une défiance qui est, finalement, vous n'y arrivez pas. Ça rejoint ce qu'on disait sur l'Europe tout à l'heure. Vous n'y arrivez pas, l'Europe, la mondialisation sont des contraintes trop fortes. Vous nous parlez de volontarisme, vous nous parlez de moi président je, et finalement vous n'y arrivez pas. Donc c'est le premier élément de la défiance. Il y a un deuxième élément de défiance, et ça c'est l'affaire Cahuzac, mais pas seulement dans cette circonscription qui était celle de Jérôme Cahuzac, qui est l'élément qui est très important dans le vote Front National, on le voit dans les enquêtes d'opinion, qui est les élites peuples. C'est-à-dire que l'élément, si vous voulez, vertical du populisme, qui complète l'élément horizontal, eux et nous, les étrangers et nous, les nationaux, est très important aujourd'hui. Et il me semble que le Front National gagne des points là-dessus, est le seul parti qui est capable d'aller chercher des gens qui sont sortis de la politique, qui ne veulent plus voter. Messieurs, pour terminer, on va parler de cette actualité aussi, c'est l'affaire Tapie, Crédit Lyonnais. Philippe Marigny, donc Bernard Tapie en garde à vue pour s'expliquer sur son rôle exact dans la procédure d'arbitrage, compte tenu des révélations, des personnalités impliquées de près ou de loin, des montants en jeu. Est-ce que vous diriez, vous aussi, que c'est une affaire d'État? Écoutez, moi, je ne suis pas informé de la procédure judiciaire, sauf par les procès-verbaux qui, naturellement, s'étalent dans tous les journaux comme d'habitude. Mais c'est un sujet sur lequel on aura sans doute encore bon nombre de révélations. Ce que je me permettrai de redire, c'est que pour connaître un peu le monde de l'arbitrage, je suis réellement
j'ai été personnellement arbitre à plusieurs reprises, c'est que je suis très choqué, de la pratique de ce tribunal arbitral. Quand j'ai lu les messages que s'adressaient les arbitres, quand j'ai pu constater, à en croire ces informations de presse, que l'arbitre désigné sur la proposition d'une partie, M. Estoup, et qui, bien que désigné sur l'arbitrage vous semble vicié? C'est un arbitrage qui est une caricature d'arbitrage tel que les choses m'apparaissent et qui n'est pas à l'honneur de l'arbitrage ni d'aucun des trois arbitres en la matière. En 2010, Philippe Marigny, en tant que rapporteur général du budget, vous aviez défendu un amendement soustrayant à l'impôt les indemnités versées à Bernard Tapie au titre de préjudice moral. Sur le terrain du droit, ça peut se défendre. Le préjudice moral n'est pas un revenu, donc il n'y a pas d'impôt. Mais quand même, 45 millions d'euros de préjudice moral et pas d'impôt. Est-ce que ça ne vous a pas choqué quand vous avez présenté cet amendement? Il n'y a aucunement lieu de faire des lois émotives sur des cas de personnes, pas plus celui-là que d'autres. Le préjudice moral, ce n'est pas un revenu et il n'a pas à être taxé comme si c'était un revenu. Ou alors il faudrait le faire dans tous les procès où l'on alloue des indemnités pour préjudice moral. Et cela concernerait vraiment beaucoup de personnes. Merci d'avoir été notre invité, Philippe Marigny. Jean-Louis Goumbaud, merci pour votre analyse. Laurent Bouvet, merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Le sens du peuple, la gauche, la démocratie, le populisme, c'est chez Gallimard. La dernière page de 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Mounir Soussi. Où est Edward Snowden? L'ancien membre des services de renseignement américains est introuvable depuis qu'il a atterri à Moscou en provenance de Hong Kong. Accusé d'espionnage par les États-Unis après avoir révélé les méthodes de surveillance électronique de l'administration américaine, les autorités réclament son extradition et menacent la Chine et la Russie si les deux pays ne coopèrent pas. Je les exhorte à se comporter selon les normes de la loi parce que c'est dans l'intérêt de chacun. Au cours des 2 dernières années, nous avons transféré en Russie 7 prisonniers qu'ils réclamaient. Donc je pense que la réciprocité et l'application de la loi sont assez importants. Washington usera de tous les moyens légaux pour récupérer son ancien agent. Edward Snowden a déposé une demande d'asile en Équateur qui analyse son dossier. Autre bête noire des États-Unis, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres, a affirmé qu'Edward Snowden est en sécurité et en bonne santé. L'Afrique du Sud suspendue à l'état de santé de Nelson Mandela. Le président Jacob Zuma annonce aujourd'hui que l'icône de la lutte contre l'apartheid est dans un état critique. Hospitalisé depuis 17 jours pour une infection pulmonaire, Nelson Mandela se trouve entre la vie et la mort. 10 mois après la tuerie de Chevaline dans l'Isère, où 3 membres d'une même famille britannique ont été assassinés par balle, la police anglaise a arrêté près de Londres le frère du père de famille. L'enquête se concentre sur un différend familial lié à une question d'héritage. Ce drame avait suscité une vive émotion des deux côtés de la Manche. 2 fillettes âgées de 4 et 7 ans ont survécu à la tuerie. Les collectivités vont avoir une aide immédiate de l'État pour réparer les dégâts des inondations dans le sud-ouest. Le gouvernement a décidé de débloquer tout de suite des fonds pour que les travaux soient engagés immédiatement. Chaque préfet de département aura un mandat pour engager avec les collectivités locales toutes les opérations nécessaires. Les travaux pour reconstruire les installations publiques comme les routes sont prioritaires. Jean-Marc Ayrault invite les assureurs privés à préparer les dossiers d'indemnisation car l'arrêté de catastrophe naturelle doit être signé cette semaine. IBM annonce la création de 700 postes dans le quartier numérique de Lille Euratechnologies. C'est la 2e entreprise américaine qui mise sur le Nord. En 2012, Amazon a installé une plateforme dans la région qui doit déboucher sur la création de 2500 emplois. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci plus généralement de votre fidélité. Tout de suite, votre soirée documentaire sur Public Sénat. 12 soirées. À demain, avec plaisir.
consommateur européen n'a aucune possibilité de connaître l'origine du cuir qu'il achète. Toute une série d'États membres ont délocalisé leur industrie. Ils ne voient aucun intérêt que sur la chaussure ou sur le sac en cuir, il est écrit « fait au Bangladesh ». I have my own grievance about the European consumers. The Europeans are probably happy to buy cheap leather products. They don't inquire where this leather product is coming from. The Europeans are totally unaware about the health hazards to which our laborers are being exposed to for supplying affordable leather goods to them. En 20 ans, le Bangladesh est devenu un passage obligé dans la production mondiale du cuir. Cette activité rapporte plus de 350 millions d'euros par an au pays. À Hazaribagh, banlieue de Dhaka, près de 300 tanneries s'entassent sur un terrain de 25 hectares. Elles produisent les vêtements et accessoires en cuir qui inondent les grandes enseignes françaises et européennes. Dans ce bidonville où s'entrechoquent habitation et tannerie, plus de 14 millions de peaux sont traitées chaque année. Un cauchemar dont nous, les Occidentaux, sommes aussi les acteurs. Nous sommes dans l'une des tanneries d'Hazaribagh, une usine de taille moyenne qui emploie une trentaine de personnes. C'est ici que le cycle de tannage du cuir commence. Chaque jour, c'est environ 1000 tonnes de peaux qui viennent directement des abattoirs de tout le pays et s'entassent par paquets dans ce hangar. Des peaux de chèvre ou de vache arrivent chargées de sel. Cela permet d'éviter leur trop rapide décomposition. Une grande partie des sacs, vestes et autres accessoires en cuir se fabriquent dans des usines comme celle-ci. Les conditions de travail sont archaïques. Rien n'a changé depuis plus de 30 ans, ni les machines, ni les méthodes. Tanner est un long processus. Pour dégager la vermine, ôter la graisse et les poils, on va charrier, transporter, manipuler, racler et traiter ces tonnes de peau à l'aide de nombreux produits chimiques, avec pour seule protection une paire de gants. Charmine fait partie des 40 000 ouvriers qui travaillent à l'intérieur de ces tanneries pendant plus de 12 heures sans interruption. Des petites mains embauchées au jour le jour, sans aucune formation ni aucun contrat.
Les femmes sont peu nombreuses face à ce travail éreintant qui finit par user les corps. মাথা কাপড় বাইনা লই নাইলে মাথা চুল উঠে যায় চুনা পানি পুরা ঘা হয়ে যায় হাত পা এরকম ঘাও হয় চুনা পানি পড়লে গোটা হয়ে যায় Charmine et les autres se résignent à de telles conditions de travail. Car aujourd'hui, au Bangladesh, 40% de la population est sans emploi. Avoir une place dans l'une de ces tanneries est une chance. ভালো ভালো মানুষ যায় না কাজ করতে ওই যারা গার্মেন্টসে না করতে পারে তারা কষ্ট করে টাকাইতে করে তারপরে তো অনেক কাজ করি জিলদি কাটি তারপরে চামড়া টেনে নেই চামড়া টেনেই করি মেশিনে ঢোলে ভরতে হয় আবার বান্ডিল খুলতে হয় বান্ডিল মধ্যে পোকা হয়ে থাকে তার গন্ধে বমি আসে পড়ে ভাত পানি খাইতে পারি না কিচ্ছু না অনেক কষ্ট হয় তারপর আল্লাহ ই করতে হয় প্রথম দিনে কাজে গেছিলাম তখন গন্ধে বমি এসে পড়ছিল মাথা ঘোরা পড়ে গেছি অস্থির লাগছে মানে গন্ধ দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারি না আবার ওই যে মেশিনের আওয়াজে মাথা অনেক যন্ত্রণা করছে কাজ করতে পারি নাই পড়ে যেতাম প্রায় এক সপ্তাহের মতন এরকম পরে এখন কষ্ট করতে 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 ঠিক হয়ে গেছে এখন একটু তব Charmine ne sait pas quel âge elle a, peut-être 20 ans. Elle travaille dans une tannerie depuis 2 ans. Les bons mois, elle peut gagner 40 €. এই ঘরে আমার মা থাকে জি এটা আমার মেয়ে Raza, sa petite fille, a 3 ans. ডাক্তার দেখায় এখানে এনজিও একটা এনজিও একটা নাম আছে ওখানেও দেখান যায় টাকা নেয় না কোনো অল্প টাকা দিয়ে মানে দামি ওষুধ দেয় জি না কোনো ওয়েট টাইম নাই সকাল 8টা থেকে কাজ ধরতে হয় কোনো সপ্তাহে ছুটি নাই যেদিন আধাবেলা না যায় সেদিন অ্যাবসেন্ট করে দেয় যদি শরীর ক্লান্ত লাগে যদি আধাবেলা না যায় কাজে একটার পরে তাহলে অ্যাবসেন্ট করে দেয় কোনো বন্ধ নেই লাগে আধাবেলা কাটাই না আমরা পাই 150 টাকা হাজিরা আধাবেলা কাটালে যদি জায়গা তাহলে কি করব মাস শেষ হলে মা 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 কইছে দুধ খাবা গোছ করছো গোছ করেন না Charmine doit dépenser 10 € pour se loger et ne dispose que d'une pièce exiguë pour abriter toute sa famille. Comme elle, la majorité des 500 000 habitants du bidonville vivent de cette industrie du cuir. জি না বেতনে পোষা না বেতন বাড়াইতে বললে বাড়ায় না এই জানুয়ারি গেছে কইছিলাম বেতন বাড়ায় না তারা বলছে এই বেতনে কাজ করলে করো না করলে নেই মানে ঘর ভাড়া দিয়া শাশুড়ির খরচ মরচ দিয়া সব নিয়ে কষ্ট হয় একটু মানে আর একটু বেতনটা যদি বাড়তো তাহলে আমাদের পোষায় তো 2 পয়সা রাখতে পারতাম মানে এখন খায়াটে আর সমান 2 পয়সা রাখতে পারি না ছেলে মেয়ে বড় হইলে মানুষ করা লাগবে না স্কুলে পড়ানো লাগবে মানুষ করা লাগবে তাদের জন্য মানুষ হইলে 2 পয়সা থুইতে হবে যদি হাতে টাকা না থাকে তাহলে কি দিয়ে মানুষ করবো আমাদের জীবন কষ্টতে গেছে ছেলে মেয়েদের জীবন কি কষ্টতে যাবে Pour nourrir sa famille, Charmine aimerait compter sur son mari. Mais ses revenus à lui aussi sont trop faibles.
আর আমরা সকাল 8টা বাজে যাই তাহলে নিজের ঠান্ডা জ্বর বাতাস আমরা সকাল 8টা বাজে যাই কেমনে তাহলে কি মা হ্যাঁ তোমাদের মজা আনবো বাজারে যায় Sumayya, oto. কষ্ট গ্যাসের কষ্ট রান্নাবাড়ির কষ্ট কারেন্ট গ্যাস থাকলে তবে তাড়াতাড়ি রান্নাবাড়ি হয়তো পরিষ্কার থাকতে পারতাম একটু বাচ্চা ছেলে মেয়ের যত্ন রাখতে পারতাম এ জায়গায় যত অপরিষ্কার করি অতই নোংরা হয়ে যায় কালিতে ধুলাবালিতে আওয়ার হাওয়া বাতাসে ট্যানারির এত দুর্গন্ধ আইয়ে এদিকে সব নষ্ট হয়ে যায় কোনো কিছু সুন্দর করে রাখা যায় না সব দিক দিয়ে কষ্ট একটু ভালো পরিবেশে চলতে চলে তো পারি না অত তো ক্ষমতা নাই আমাকে ভালো পরিবেশে চলা এর লেগে এরকম নোংরা জায়গায় করে থাকি অল্প টাকা দিয়ে À Dakar, dans cette mégapole surpeuplée de 12 millions d'habitants, l'accès à l'eau potable est un enjeu majeur. 30% de la population n'en bénéficie pas. Charmine et son mari font partie des rares privilégiés à avoir accès à une pompe. Ils la partagent avec leurs voisins, mais cette eau n'est pas buvable et elle est payante. একদিন চালাইলে আরেকদিন চালায় না বাদাম মতো তার জন্য তো কাজে ঢুকছি আর বেতন পাই 4,500 সংসার চলে না জামাই রিক্সা চালায় ভাড়া 200 টাকা মাইরে আইলে 90 টাকা দেয় জমা আজকে ওদিন কাজে যেতে পারি না শরীর খারাপ দেখে চিল্লাচিল্লি করলো কন্ট্রাক্টর কইছে কি কাজে ঠিক মতো না এলে যাই হোক আপনার কাম লাগবো না লোবো না লোক তা আমরা কইছি আমাকে শরীরের অসুবিধা হইলে আমরা কাজ করুন কেমনে মাথা ঘুরা পড়ে যাই হাত পায়ে কাম বল লাগে না শরীর অসুস্থ লাগে Les pieds et les mains des travailleurs du cuir sont rongés par les produits chimiques présents à toutes les étapes du tannage. Des produits extrêmement nocifs au toucher, mais aussi à l'inhalation. Les usines n'offrent aucun système d'aération. Tous les ouvriers des tanneries sont exposés au danger, mais ceux qui le sont le plus sont les hommes qui manipulent directement les produits chimiques. Environ 300 produits sont nécessaires pour assouplir et teinter ces peaux. De l'ammonium, de l'acide, de l'éthylène, du benzodiazole, des chromates, du sulfure d'hydrogène. Inflammables, explosifs, corrosifs, leur utilisation nécessite une formation que ces travailleurs ne reçoivent pas. মানে নতুন অবস্থায় যারা নতুন এগুলো একটু ক্ষতিকর পরে আসলে ঠিক আছে না ঠিক আছে সমস্যা নাই ঠিক আছে না ওটা কেমিক্যাল দিচ্ছে ওই বেলেন দিচ্ছে Nous avons rencontré l'un des rares médecins travaillant à Hazariba. You know, all these laborers, they are illiterate mostly, they are not educated. They don't feel to wear. They think nothing will happen. They work everywhere. Pour fixer les couleurs sur les peaux, les travailleurs utilisent du mercure. Et ce sont des doses colossales qui sont employées pour le bleu ou le noir. Ces procédés de teinture sont interdits en France depuis 20 ans, car le mercure s'immisce dans le corps et contamine rapidement tous les organes vitaux.
tanneries, they are using very much toxic chemicals also, like chromosol, sodium, so many acids, dyes. And mostly these people, they work with this without any protection. En 2010, 3 ouvriers ont trouvé la mort et une dizaine d'autres ont été grièvement blessés lors d'une explosion provoquée par une erreur de manipulation chimique. C'était chez Apex, l'une des 2 usines présentées comme des modèles pour le pays. Un ouvrier sur 3 est victime d'un accident. Depuis 50 ans, le syndicat des tanneurs, qui représente 20 000 hommes, essaye désespérément d'améliorer les conditions de travail. মূলত প্রকারান্তরে ওনাদের বিভিন্ন কথাবার্তায় প্রকাশ পাচ্ছে যে ওনারা যে কোনোভাবে আমাদেরকে সবসময় যেটা করে কত কম দিয়ে পারে এই চিন্তাটা ওনাদের মাথার মধ্যে কাজ করতেছে। সুতরাং আমরা মনে করি যদি আমরা আমাদের ইউনিয়নের দীর্ঘদিনের যে ঐতিহ্য আমরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের দাবি ফয়সালা করি এবং আমরা একটা শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল ইউনিয়ন হিসেবে আমরা আমাদের দাবি আদায় করতে চাই, সেটাকে ওনারা মূল্য দিচ্ছে না। সুতরাং আমরা মনে করি আমাদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নাই। আমরা সবাই অসুস্থ মোটামুটি, আমাদের কোনো শারীরিক কোনো চেক আপ হচ্ছে না, এখানে কোনো মেডিকেল নাই, মালিকরা এই পর্যন্ত কোনো মেডিকেলের ব্যবস্থা করে নাই এবং আমাদেরকে মেডিকেলের জন্য কোনো কারখানা কোনো ডাক্তার নিয়োগ করে নাই। এর ফলে আমরা প্রতিটি শ্রমিক বিভিন্নভাবে অসুস্থ হয়ে ধুকে থেকে মরছি। Et quand les ouvriers descendent dans la rue pour réclamer une augmentation de salaire, c'est à balles réelles qu'ils sont reçus par les forces de l'ordre. En 2010, ils étaient plusieurs milliers à manifester. Trois ouvriers y ont laissé leur vie. 50 ont été hospitalisés et une centaine d'autres arrêtés. আমরা তো সবসময় চাই যে আমাদের শিল্পটা স্বাস্থ্যসম্মত হোক এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ে একটা আমাদের দেশে একটা প্রচলিত যেটুকু আইন আছে, যেটুকু আছে সেটা যথাযথ মালিকেরা মেনে চলুক। যেহেতু মালিকেরা তাদের লাভের কারণে নজর টজর লাগে না, ছোট বাচ্চার পাকনা পাকনা কথা বলে নজর লাগে, তার জন্য এটা দিলে একটু নজর লাগে না বলে। ও শরীর দুর্বল, ভাত খাইতে পারে না, কিছু খাইতে পারে না, মুখে লুচি নেই, কিছু ভিটামিন আনতে চাই, হাত তুলে পড়ে যায়। আর 3 বাচ্চা হয়ে যেতেছে, বাচ্চা কোনো বলে না, বলে না, কিছু না, সেগুলা দিতে পারেন কেমনে? দুগা ভাত খাই, এই তো একটু বিস্কুট খায়, 2 টাকা দামের ভাত খায়, আমরা কি ওগুলা দিতে পারি? নিজেরই কষ্ট করে চলি, তাহলে Charmine n'a aucune protection sociale. Pour elle, le seul moyen de bénéficier de soins, c'est de se rendre à l'unique dispensaire du bidonville qui propose des consultations gratuites. « 90% des ouvriers développent une maladie directement liée aux tanneries et rares sont ceux qui dépassent les 50 ans. কতদিন
মাস তো এরকম দুর্বল দুর্বল লাগে, ঘুরে ঘুরে যাই, বাচ্চানি খেতেই না। আর এই কারখানায় ঢোকার পর তো বেশি আরো পানির মধ্যে চামড়া টেনে নিতে এই বিষয় থাকে। আর ঠান্ডা কাশি জ্বর এগুলা। আর মেয়েলিদের বেশিরভাগ থাকে ভ্যাজাইনাল ইনফেকশন, তারপরে ইউটিআই, আরটিআই, ডিউ উইকনেস, মানে শরীর দুর্বল, এখানে নিয়ে আসে। বেশিরভাগ এই সমস্যা থাকে মেয়েলিদের ক্ষেত্রে। আর ছেলে পুরুষদের যে শরীর দুর্বল, হার্টের সমস্যা, তারপরে এমনিতেও গ্যাস্ট্রিক, এই বিষয় নিয়ে বেশিরভাগ এখানে এই রোগ নিয়ে আসে। ঠান্ডা আছে তো। Charmine est aussi inquiète pour sa fille qui grandit mal. অনেক ঠান্ডা ভিতরে। আপনি যে কাজে যান তখন বাচ্চা কোথায় রেখে যান? বাচ্চা আমার ছোট ভাই আছে, ছোট ভাই কাছে থাকে। I'm here for last 20 years and I found this one. This is very pathetic, I think. So many congenital malformation baby coming here. It is the rate, it is more than that with the other areas. À Azariba, personne n'est épargné. Le taux de mortalité y est 300 fois supérieur au reste du pays. Mais Charmine et les siens n'ont pas d'autre choix que de supporter ces conditions de travail et de vivre dans un environnement irrespirable. If you come from other place here first time, you cannot bear the smell here. You cannot tolerate. But as I'm coming for a long time, so it is now I tolerated this one. I don't feel any bad smell. But if you think the pollution and toxicities, I always think that I may be poisoned. Récemment, et malgré son âge, la mère de Charmine a dû se remettre à travailler dans cette usine à ciel ouvert, au cœur du bidonville. পেটে আল্লাহ যদি ভাত না দিতে তো আর কি আর গন্তবার সহ্য করতাম। কাকুটা নেই আনলে ভাত না খাইলে দেশ গ্রামে থাকবার শান্তি, খাওয়ার তো আর শান্তি নেই। কাজ কাম নাই, কিভাবে চলবে মানুষ? শীতে খাতায় কষ্ট করি, সবটাই তো কষ্ট করি। এমন শীত গেছে, খাতা নাই, কাপড় নাই, কোনো কিছু নাই। Chaque année, 800 000 personnes quittent leurs terres inondées ou infertiles et viennent s'entasser à Dacca et ses environs. Des exilés sont prêts à vivre ici, car les tanneries sont pour eux le dernier espoir. Charmine est l'une de ces réfugiés climatiques. Elle est originaire de Bola, une île au sud du Bangladesh, engloutie par les eaux en 2005. নদী বাড়িঘর ভাঙ্গা লয়ে গেছে আগেরটা, ইয়ার পরে যায় বাড়ি গেছি মানুষ জানা ফেনা হয়ে গেছি, ইয়ে করে জানা ফেনা দাউন লাগে তো। নদীতে ভাঙ্গা লেগে গেছে, নদীতে ভাঙ্গা লেগে গেছে, তোমাদের থাকা জায়গা নাই, তার জন্য আমরা আইসি ভাই দেশের বাড়ি এসে বলা মনে করে ঘরে একবার জায়গা 7 বার উঠেছি, 7 বার ভেঙে লাইছি, নদী লয়ে গেছে, মনে করেন থাকার জায়গা নাই, জায়গা কিনতে পারি না, আর কর্ম করতে পারি না, মনে করেন রোজ কম, তখন মনে করেন ঢাকা চলে আগে পড়ছি, আয়া মনে করেন স্থানীয় মনে করেন বালুর মাঠে আয়া উঠছি আন্ডারের ঘরের মধ্যে। আর মনে করেন জায়গা উঠছি কারখানায় হুটকির কাম করি, মনে করেন মাসে বেতন হচ্ছে 5000, আর কোনো রকম চুলে হিরা খাই থাকি। Dans l'entourage de Charmine, certains enfants doivent travailler pour aider leurs parents à survivre.
তুমি এমন করো কে মাই কাম করে না তোমার কে দিন না মজা দিন না তোর আব্বু আইবো Azariba est classé parmi les 30 sites les plus pollués de la planète. Les tanneries de cuir sont un véritable désastre écologique. Elles ravagent tout. Chaque jour, 15 000 mètres cubes de rebut et de boues toxiques sont recrachés des usines et s'amoncellent au cœur des habitations, en bordure de fleuve. Avec l'arrivée de la mousson, ces rejets envahissent les habitations et s'infiltrent dans le sol pour contaminer les nappes phréatiques. Le Buriganga qui traverse le bidonville d'Azariba en paye le prix fort. Les tanneries sont de grosses consommatrices d'eau. Des millions de litres sont nécessaires pour laver, traiter et tanner les peaux. Toute cette eau, chargée de produits chimiques, se déverse directement dans le fleuve sans aucun traitement. This river is the lifeline of Dhaka. This is the only water body that flows through Dhaka. And the people of Dhaka are dependent on this river for a number of reasons, which are some of which are very vital for their survival and their well-being. হ্যাঁ পানি খারাপ পানি বাসায় কল পাই না বস্তি থাকি জায়গা নাই বস্তিতে একটা কলে মানুষ যে 200 কেমনে গোসল করে সিরিয়াল পাই না পানি পাই না Comme beaucoup d'autres, le propriétaire de cette petite tannerie spécialisée dans la coloration de peau semble peu concerné par les conséquences de son activité. এটা তো মনে করেন দীর্ঘ আগের থেকে হয়ে আইছে ময়লা পানিটা তো মুহুরিটা যাবে এটা নিচে চলে গেছে নদীর চলে গেছে এই পানিটা আপনি যাবে কোথায় এই রাস্তাতে যাইতে হবে এক নদী ছাড়া যাওয়ার জায়গা নেই কিছু না কিছু তো ক্ষতি হবে তো ক্ষতি হলে কিন্তু তো আপনি ব্যবসাটা বন্ধ করে দিতে পারবো না মানে কেমিক্যালের ক্ষতি চিন্তা করতে গেলে তো ব্যবসা বন্ধ করে দিতে এটা কেউ পারবে But in this country, in the polluters, the factory owners who are polluting, they don't pay for the cleanup. Philippe Guin est bangladais et scientifique. Il est le seul à s'être penché sur la pollution liée aux tanneries à Azariba. C'était il y a 10 ans. I think that the situation has become worse. This is the worst polluted area that I have ever seen in Bangladesh and in many other countries. Maybe nearly 200 factories are operating here, and then all factories are releasing their untreated liquid waste. 70% of the total pollution that is being caused to this river is coming from the tannery. The industry is dumping chromium into the river water, and it's very difficult to take chromium out of your system. If your surface water is contaminated with chromium, and if it is contaminated at a level that you can't even cure it, that means you're actually exposing the entire population of the city into a very deadly and a serious situation. Les tanneries ont gangréné l'ensemble des canaux de la ville. Le Buriganga a longtemps été l'artère vitale de Dhaka, fournissant l'eau potable et les poissons à sa population. Aujourd'hui, c'est le 3e fleuve le plus pollué au monde. Plus aucun organisme n'y survit. L'odeur qu'il dégage rend même sa navigation difficile. Le Buriganga est déclaré mort.
সে শাড়ি আনবো চুড়ি আনবো